La Syrie en mouvement. Un entretien avec François Burga. Voilà, fin 2024, un grand bouleversement se passe en Syrie, le renversement de Bachar al-Assad, on n'y croyait plus, on ne l'attendait plus. Beaucoup de gens continuaient de se morfondre dans leur exil ou dans leur déplacement, puisque c'est quasiment la moitié du pays qui a été déplacé ou exilé, sans parler du nombre effroyable de morts, puisqu'on parle de 500 000 morts, dû à une immense guerre civile commencée en 2011 et qui était surtout un processus révolutionnaire au départ dans le sillage des printemps arabes, la volonté de se libérer d'une dictature que beaucoup ne voulaient pas voir, mais qui fonctionnait sur la torture, et cela se révèle de manière très flagrante au moment de sa chute, en fin 2024. Et donc ça a commencé avec ce mouvement qui a agi très rapidement et qui a été d'autant plus efficace que le régime était vermoulu. Donc les HDS, Hayat Tahrir al-Sham, donc le mouvement de libération du Levant. Alors ça a été effectivement une interrogation, un mouvement islamiste qui avait un passé radical, et cependant visiblement un processus qui s'est passé avec très peu d'effusion de sang. Donc déjà une première impression très forte, et voilà, il n'y a pas eu de printemps en 2011, au moment où il y a eu d'autres printemps arabes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un ouvrage qui s'est intitulé « Pas de printemps pour la Syrie », un ouvrage co-dirigé par François Burga et Bruno Paoli, et c'est François Burga qu'on va retrouver maintenant pour nous donner ses premières observations, premières impressions. Voilà, un entretien qui se fait fin 2024 et qui va commencer par évoquer comment on peut parler de cette chute, qu'est-ce qu'on peut comprendre à l'heure actuelle, sachant que donc il a co-dirigé cet ouvrage Pas de printemps pour la Syrie depuis l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, qui était l'institut de recherche français sur place. Il a été le dernier à le diriger, et c'est un livre qui bénéficie d'une contribution de plus d'une vingtaine de spécialistes, voilà, qui fait partie des ouvrages importants de la période. Alors on le retrouve pour commencer sur la question de la chute du régime. Alors François Burga, on va parler de la Syrie et pour commencer de la chute de Bachar al-Assad, puisqu'elle a été impressionnante, en tout cas la rapidité avec laquelle ça s'est produit, on n'imaginait pas. Il a chuté, il est parti le 8 décembre, ou en tout cas il n'était plus au pouvoir le 8 décembre, mais maintenant on en sait un peu plus sur le cheminement, les raisons de l'écroulement de ce château de cartes en quelque sorte. Oui, alors il faut faire bref, on a quand même 10, 12, 13 ans à résumer. On va dire que l'une des caractéristiques de la crise syrienne, c'est que très vite, elle s'était internationalisée, au point qu'il était évident pour tous les observateurs de bonne foi que le régime n'était plus soutenu par sa propre population, mais par une perfusion directe militaire de l'Iran par l'intermédiaire du Hezbollah, et ensuite de la Russie par notamment sa extraordinaire, effroyable capacité d'intervention aérienne. Je fais partie de ceux qui ont écrit, je ne m'en vante pas, mais des tas d'autres que moi ont dit, à la régulière, sans aide extérieure. Et quand je dis sans aide extérieure, c'est sans les aides que recevait le régime et sans les aides que recevait l'opposition. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que l'opposition elle était fabriquée, elle était importée, c'était des djihadistes étrangers. Moi, j'avais depuis longtemps exprimé et écrit ma perception qu'à la régulière, si on fermait les frontières, le régime était mort, le régime était nu, d'accord ? Et donc, même s'il ne faut pas, on va y revenir, exagérer cette variable extérieure, ce régime s'est effondré parce qu'il a été privé de ses béquilles iraniennes et russes. Et il s'est retrouvé avec, pour seuls appuis,
une armée démoralisée, abattue, affaiblie, prête à négocier, puisqu'on sait maintenant qu'une partie, le contexte de l'effondrement de l'armée, c'est que certains avaient été achetés à l'avance. Enfin, donc il s'est retrouvé à la tête d'un château de cartes qui ne pouvait plus le soutenir. Alors il faut rajouter, je dirais, tout le mal que je pense de la surutilisation des agents extérieurs, parce que plus on parle des acteurs extérieurs, moins on reconnaît le rôle des acteurs syriens. Bachar s'est écroulé parce que des millions de Syriens se sont battus et ont payé un prix terrifiant pour qu'il tombe. Mais rajoutons que, en termes d'appui extérieur, ces appuis se sont d'autant plus rapidement écroulés que Bachar el-Assad semble, depuis plusieurs mois, peut-être même 1 ou 2 ans, avoir commencé à irriter ses soutiens iraniens et russes en essayant de renouveler ce soutien, cette perfusion militaire extérieure, en prenant appui sur les Émirats. On sait qu'il s'était réconcilié avec les Émirats, qui au début étaient supposés financer les groupes rebelles, etc. Donc on sait qu'il s'était rapproché de MBZ, des Émirats, et on sait qu'il était en train de parfaire un front anti-Erdogan, ce qui ne plaisait pas complètement aux Russes, qui ont une attitude beaucoup plus équilibrée vis-à-vis d'Erdogan. Donc effectivement, le régime s'est effondré parce que ses appuis extérieurs se sont effondrés compte tenu de leurs exigences réciproques, l'un en Ukraine, l'autre à Gaza et au sud Liban. Et donc ce n'est pas une surprise. Alors ça a été encore un petit peu plus vite que prévu. On sait qu'il s'est tenu une réunion à Doha quelques jours avant la chute du régime, 3 jours à peu près, entre les Turcs, les Russes, les Iraniens et la partie syrienne, et que les soutiens russes et iraniens ont essayé de sauver Bachar, et que la partie turque a été très claire et a dit que c'était hors de question, que c'était impensable et qu'ils n'allaient pas s'arrêter à Homs ou à Alep, mais qu'ils allaient descendre à Damas. Mais ils ont négocié la reddition de l'armée, parce que l'armée s'est rendue, l'armée n'a nulle part combattu. Et les concessions qu'ont fait les Turcs, qui pilotaient quand même la montée, la chevauchée fantastique des rebelles, c'était les Turcs étaient impliqués dès le départ là. Ah oui, ouais. Ah bien sûr. Ah non, mais là c'est le seul. Je n'aime pas surestimer le rôle des agents étrangers, mais bien sûr les Turcs. Idlib est un protectorat turc. Il faut bien le savoir. Mais pourtant le HTC a l'air parfois un peu en friction avec la Turquie. Juste, je finis. Ils ont négocié une espèce de façade légale de la transition politique. Et ce qui a donné lieu à cette fameuse réunion. Je sais qu'un observateur sur Twitter un peu fragile a dit quelle horreur, ils viennent de former un gouvernement dans lequel il y a tous les anciens ministres du gouvernement de Bachar. Non, c'était une passation de pouvoir. Une passation de pouvoir. Donc il y a eu une façade légale, une façade pacifique. Le Premier ministre n'a pas été égorgé, il est venu passer le pouvoir au nouveau Premier ministre, etc., etc. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'on sait qui explique que cette transition a pu se faire sans bain de sang. Enfin, c'est absolument. Il y aura des pendaisons, il y aura une épuration. Alors, pour ce qui est de la Turquie, oui, bien sûr, la Turquie a permis à Idlib de survivre. Alors Idlib, c'est une population autochtone, et la moitié de la population sont des réfugiés. Ce sont les gens qui ont abandonné les zones contrôlées par le régime parce qu'ils étaient à l'avant-garde de l'opposition. Donc on a déjà un ratio d'opposition dans Idlib qui était particulièrement élevé. Ils survivent grâce à la protection des Turcs. Ça, c'est une évidence absolue. Alors après, oui, il a été dit, mais bon, ça, il faut laisser de la place aux historiens. Il a été dit que quand ils ont commencé l'offensive, alors attention, quand ils commencent l'offensive, et ça on le dit jamais. Donc le HTC. Le HTS, moi je préfère Shem, ouais. On peut l'écrire Shem, donc l'entité, l'organisme de libération de Shem, de la Syrie. Quand il commence l'offensive, il la commence sur un mode réactif, parce que la seule chose qu'a fait Bachar depuis le 7 octobre à Gaza, la seule réaction militaire de Bachar, c'était de lancer une offensive, notamment aérienne et par artillerie, sur ses opposants de Idlib. Le contexte, on ne le rappelle jamais. Le nom
que j'ai oublié, le nom de l'offensive de HTS est réactif, c'est refouler l'agression ou je sais pas quoi. Il faut pas oublier, d'accord. Dans un premier temps, oui, donc le timing est lié aussi bien à sûr, ça. bien sûr. Et dans un premier temps, il a été dit qu'effectivement, dans l'esprit de Erdogan, il devait même pas prendre complètement Alep, et il devait faire une puissante offensive. Et là, peut-être l'autonomie des Syriens par rapport aux Turcs a fait qu'ils avaient déjà négocié, parce qu'il semblerait qu'ils avaient déjà corrompu, acheté ou mis devant leurs contradictions des tas de postes armés de l'armée régulière qu'ils connaissaient, dont certains faisaient partie. Il faut bien voir qu'une partie des rebelles, ce sont des anciens militaires syriens. Donc il y a eu déjà des négociations qui expliqueraient qu'il n'y a pas eu de combat, quasiment aucun combat. Et alors, on les attendait, bien sûr. Je me souviens avoir entendu Gilles Kepel nous expliquer que tout cela allait changer à partir de Homs, parce que là, les troupes allaient vraiment... non, les troupes n'ont absolument pas réagi. Et alors, on connaît les derniers instants maintenant de la manipulation de Bachar, c'est qu'il a trompé tout son monde. Il a appelé Bouthaïna Sha'ban, qui est sa conseillère en communication, il lui a dit: tu me prépares un discours, on fait un discours ce soir, etc. Il a reçu les 30 plus hauts gradés de l'armée et il leur a dit: les Russes arrivent, et donc dans les 24 heures qui viennent on relance, etc. Et il savait déjà qu'il avait négocié sa fuite auprès des Russes depuis la base de Hemim, le nom m'échappe, c'est pas Tartus, non, c'est la base aérienne russe, et il s'en va en pleine nuit à 4 heures du matin, après avoir trompé absolument tout le monde, y compris son frère, son propre frère, puisqu'on a su après que Maher, le commandant d'une des plus terribles brigades, ne savait pas. Alors Maher a apparemment fui en hélicoptère en Irak, et il est maintenant également en Russie, donc on sait à peu près maintenant ce qu'il en est. Ah oui. Et donc, il avait aussi une autre possibilité que la Russie, ou c'était... Les Émirats. Ouais. Et pourquoi ça n'a pas marché? Il se dit que MBZ l'a refusé. Parce que l'image pour les Émirats de ce monsieur dont on savait très bien qu'on allait découvrir les crimes, parce que même ceux qui le soutenaient savaient ce qu'il faisait. Il semblerait qu'il aurait préféré la vie dans les Émirats que la vie à Moscou. Il aura la vie à Moscou. Et il se dit, alors il va falloir vérifier, mais qu'il a emmené 29 tonnes d'or, enfin c'est des sommes absolument ahurissantes qu'il a pillées, et qu'il y avait déjà des avions, il y avait déjà eu des navettes aériennes, une semaine ou 2 semaines, enfin, il a senti venir le vent, quoi. C'est juste la dernière séquence de quelques jours qui a été difficile. Et on sait qu'il est pas repassé, enfin c'est des anecdotes, mais vous avez vu sur les réseaux sociaux publier des photos extrêmement intimes de toute la famille Bachar. S'il avait su qu'il quittait son appartement, il détruisait au moins quelques petits placards secrets. Donc là ça s'est fait quand même assez vite sur la fin. Ça a permis de découvrir aussi moi j'ai résidé à Damas et tout, j'ai découvert que pas loin de chez moi passait un tunnel qui permettait à la famille Bachar de se rencontrer discrètement. Il y a un réseau de tunnels sous Damas qui permettait à Maher de rejoindre le palais, etc. Enfin c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire ils se méfiaient déjà depuis longtemps. Ils étaient quand même ils savaient bien qu'ils étaient en situation de... bon, et puis, non, depuis 2011, ils savaient bien que leur pouvoir était menacé quand même, quoi. Bien sûr. Voilà, donc ce début d'entretien pour parler de la chute d'un régime qui était très fragilisé évidemment par l'abandon, ça tout le monde le sait, l'abandon de l'Iran et de la Russie pour des raisons assez évidentes, chacun étant pris par d'autres fronts ou des problèmes intérieurs. Et ce qui est moins
Ce qui est moins perçu, c'est d'une part que cette offensive était aussi une contre-offensive, donc une réaction au bombardement du régime syrien sur le bastion des opposants à Idlib, et qui avait, ça on pouvait s'en douter, des négociations aussi avec des contacts au sein du pays entre donc les opposants qui sont passés à l'attaque et des militaires et autres autres points clés qui étaient susceptibles de basculer. Alors on poursuit l'entretien. On poursuit l'entretien avec François Burgat, donc suite aux questions qui concernent le renversement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut penser avec ces questions qui se posent avec le HTS, ce mouvement islamiste, et puis de manière générale, l'évolution des choses. Et donc, François Burgat, là, on ne sait pas comment sera fait, de quoi sera fait l'avenir, mais il y a aussi, dans ce qui impressionne, la position des gens qui ont pris le pouvoir, puisque au moment où on parle, ils sont encore classés terroristes sur certaines listes. Et le HTS, justement, a impressionné par son pragmatisme. Alors évidemment, beaucoup de gens se demandent est-ce que c'est un double jeu ou est-ce que c'est une évolution. Toujours est-il que, concrètement, ça a permis beaucoup de... Enfin, en tout cas, ça a évité que du sang coule pour l'instant. Oui, alors il y en a qui disent, bon, je veux bien en faire partie, que jusqu'à présent, ils ont fait une espèce de sans faute. Parce que dans une atmosphère aussi passionnée, parvenir à faire tomber un régime sans que soit immédiatement égorgé, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des assassinats, il y aura il y aura de toute évidence, compte tenu du taux de la violence qu'a infligé ce régime à sa population, mais disons, on a évité le bain de sang, on a évité les violences confessionnelles, très vite, et on a entendu l'évêque de Homs s'exprimer en langue française, dire ben non, ils sont venus nous voir, ils nous ont expliqué qu'on n'avait absolument rien à craindre, et on les a crus. Alors ça, c'est le côté positif, Ils ont réussi à convaincre les minorités confessionnelles qu'elles n'étaient pas en danger, et ils ont tenu leurs promesses. Alors, si on veut être un tout petit peu moins optimiste, on dira qu'ils n'ont pas fait les mêmes promesses d'inclusivité à l'opposition, à ce qui serait potentiellement leur opposition politique, d'accord ? Ils n'ont pas prononcé le terme de démocratie, ils ont dit arrête la violence, donc il faut rester réservé. La Syrie ne va pas tomber comme ça dans un système parfait où l'opposition à HTS serait largement représentée demain dans un gouvernement inclusif. Ça, on va le voir. Jusqu'à présent, on va dire effectivement qu'ils ont réussi. Mais le consensus est tellement facile sur la chute de Bachar. C'est-à-dire, il a tellement fait de mal à tellement de gens. Il a tellement fait de mal à tellement de gens que celui qui fait cesser le mal a déjà un état de grâce. Mais il est évident que cet état de grâce, il va avoir des taches, il va y avoir des déchirures, il va y avoir des gratures. Mais la seule chose, moi j'aime pas parler au futur, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'avant qu'il arrive à faire autant de mal que n'en a fait le régime de Bachar, il pourra se passer pas mal d'années, quoi. Et donc vous aviez dirigé un ouvrage à ce propos, enfin qui ramène justement à ce groupe ou à cette mouvance islamiste et avec plein d'autres dimensions aussi. Cet ouvrage s'appelle Pas de printemps pour la Syrie. Il était co-dirigé par Bruno Paoli. Voilà, Bruno Paoli, Stéphane Burgat, un ouvrage collectif. Burgat, ça, c'est mon fils. François Burgat. Et donc ça c'est un ouvrage collectif et paru en 2015, non, je sais plus. 2014. Ouais. Et dans cet ouvrage, on peut déjà savoir tout ce qui était, tout ce que l'on savait sur HTS. Parce que c'est assez étonnant qu'on nous sorte des trucs. Il y a 10 ans, moi, j'ai mis à la disposition du lecteur dans plusieurs articles dans cet ouvrage, notamment co-signé avec Romain Caillet, qui était extrêmement proche de l'observation des groupes, à tel point qu'il était quasiment accusé d'en faire partie, par le langage nuancé des commentateurs de BFM. Mais
Tout ce que l'on sait actuellement de HTS, on le savait il y a 10 ans. Et c'est écrit en toutes lettres dans cet ouvrage. Il y avait déjà une évolution par rapport à la période djihadiste dure. Moi, quand HTS apparaît, je suis convaincu que c'est un false flag, que c'est un groupe manipulé par le régime. Et je pense qu'ils ont été manipulés par le régime. Pourquoi ? Parce que des gens de leur milieu, des milieux islamistes, djihadistes, ont dit non, c'est pas possible. Les premiers communiqués qu'ils font sont des communiqués qui permettent au régime de boire du petit lait. Parce que à qui ils s'en prennent ? Ils s'en prennent pas au régime. Ils s'en prennent à l'opposition. Ah bon ? Pourquoi ils s'en prennent à l'opposition ? Parce que l'opposition a fait appel à des étrangers. Et ça, en islam, c'est interdit, c'est un crime qui vous vaudra l'enfer pour vous et pour vos descendants. Et ça sonne faux, bien sûr. Et donc, des gens de la mouvance djihadiste disent non, ce type-là... Oui, alors que, justement, l'opposition appelait à l'aide, en tout cas cette partie de la société civile qui était entre deux feux, avait besoin d'un soutien international. Bien sûr. Ouais. Et alors, on sait que quand il rentre d'Irak en Syrie, il est d'abord dans Al-Qaïda en Irak et il est envoyé en Syrie pour faire une sous-rubrique pour élargir le travail. Et là, à ce moment-là... On parle de Al-Joulani. D'Al-Joulani. Et là, à ce moment-là, on va dire qu'il va... prendre conscience qu'il est manipulé ou se libérer de cette manipulation et il renverse son agenda complètement. Il le renverse, il se met maintenant dans une posture d'hostilité à l'égard du régime et pas dans une posture d'hostilité à l'égard de l'opposition. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tension avec l'opposition, il y aura toujours des déchirures internes à l'opposition. Et dans les prisons de HTS actuellement, le plus grand nombre de prisonniers, ce sont des gens de Daesh. Ce qui est une forme de garantie d'autonomie par rapport à Daesh, c'est leur principal ennemi. C'est les groupes les plus radicaux qui ont gardé l'agenda djihadiste. Qu'est-ce que ça veut dire, agenda djihadiste ? Ça veut dire un agenda international qui déborde des frontières de la Syrie. Ça veut dire un agenda dans la temporalité dépasse la crise syrienne. Ça veut dire l'appel à des combattants étrangers, ça veut dire des attentats suicides. Bon, tous ces points-là, lui, il va réduire considérablement la présence, il reste une poignée de Français, il va réduire considérablement la présence des groupes étrangers et il va arrêter, dans les critères du djihadisme, il y en a un que j'ai oublié qui est peut-être le principal, c'est la criminalisation sectaire de l'autre. L'autre est criminalisé non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Tu es yézidi. Par exemple, la yézidi. Voilà, donc ça c'est l'archétype. Ils vont abandonner tout ça très très clairement, et ils le disent très très clairement. Donc ça c'est en 2017 ou avant? Non, dès 2013. Dès 2013. Le premier communiqué de Joulani qui sont très mauvais, c'est 2012, c'est au tout début de 2012. On se dit c'est pas possible, ces gens-là ne peuvent pas être des djihadistes. Et alors le groupe Jabhat al-Nusra a par exemple revendiqué des attentats qui ont eu lieu alors que j'étais à Damas. Des attentats qui s'en prenaient, alors mettons à l'entrée d'un bâtiment public, et alors on trouvait 10 corps, tout ça, et les 10 corps étaient supposés avoir été tués par les explosifs, et puis on voyait le monsieur qui rentrait du marché, il avait un filet plein d'oranges, les oranges n'avaient pas reçu un seul éclat, c'était une mise en scène, il y a eu des faux attentats, et... Donc qui était attribué à Al-Nusra ? Non, Al-Nusra les revendiquait. Ah bon. Donc on sait qu'Al-Nusra a été pendant un certain temps un organe de communication du régime, d'accord ? Et après donc ils reprennent leur autonomie et leur ennemi principal redevient le régime et ils entreprennent cette mutation, enfin Joulani entreprend cette mutation qui a été très bien documentée. Encore une fois, c'est pas pour dire, mais il y a 10 ans, moi je l'ai écrit noir sur blanc. Et d'autres que moi, mais d'autres que moi, plus en détail, Thomas Pierret a dit c'est l'archétype d'un groupe qui, en situation de radicalisation, se déradicalise. Bon, donc ça, on le savait. Alors ça, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Joulani qui a gagné ? Ça veut dire, attention, ne nions pas le rôle de la Turquie. Je ne suis pas un bisounours. Oui, bien sûr, il a bénéficié. Mais
il est aussi, la rhétorique qu'il utilise est le plus grand dénominateur commun linguistique de la population syrienne maintenant. Oui. Bien sûr que ça ne plaît pas, alors on parlera bien sûr de la question kurde, mais bien sûr que ça ne plaît pas à l'élite laïcisée ou de gauche avec laquelle nous sommes en symbiose et à qui nous donnons le monopole de la représentation de la Syrie. Mais la société syrienne, elle est religieuse. La société syrienne, si elle entend Bismillah, elle ne se sauve pas en courant en disant c'est des islamistes. Hein, donc il gagne parce qu'il manie un lexique politique qui ne heurte pas la majorité de la population, et bien sûr parce qu'il a un soutien décisif de la Turquie. Ça, il ne faut pas le nier. Et parce que le régime s'est trouvé dépouillé de tous ses appuis extérieurs qui étaient devenus sa colonne vertébrale. Voilà, c'est assez complexe ce que nous explique François Burgas sur ce passé de HTS, donc à l'époque de Al-Nosra, puisque comme on l'entend à cette époque, au début du processus révolutionnaire, ou disons les années 2013 et 2014, etc., et il y avait ce sentiment ou cette conviction que Al-Nosra était une manipulation du régime, ou en tout cas ça faisait le jeu du régime, ça c'est clair par le sectarisme notamment. Et ensuite cette évolution qui échappe à ces manipulateurs ou à cette logique en tout cas, et cette évolution qui nous surprend aujourd'hui mais qui visiblement ne surprend pas les spécialistes du moment, quoi. Alors on reprend maintenant avec une question qui est sensible et qui n'est pas très claire encore à l'heure actuelle. C'est comment ça va se passer entre les nouveaux venus, le gouvernement provisoire, avec le noyau du HTS, et les organisations kurdes dont l'une dominante est le PKK, qui est donc une organisation kurde venue de Turquie. François Burgas, justement, à propos de la Turquie, des Kurdes, là on entre dans une complexité dont on n'est pas sorti, puisqu'il y a d'un côté cette image de Kurdes qui est assez idyllique à partir de Rojava, à laquelle beaucoup de personnes ont adhéré au niveau international, et en plus les groupes kurdes dont on parle ont été salués pour s'être battus contre Daesh avec le soutien des États-Unis. Mais alors, là où ça se complique, c'est quand on apprend que ces groupes kurdes sont pas mal, investis par les Kurdes turcs du PKK, une organisation, et les États-Unis, et une organisation indépendantiste kurde de Turquie, très dur, comme l'ETA, comme le FLNC, voilà, qui est dur, mais qui a aussi ses raisons d'être, c'est-à-dire qu'on peut aussi, condamner saluer la légitimité du combat kurde, bien sûr. Ouais, voilà, et puis condamner la violence du régime turc et le refus de négociation jusqu'à présent, même s'il y a une part aussi de dialectique. Mais là où ça continue de se compliquer, c'est que en fait on ne sait pas aujourd'hui comment ça peut évoluer, c'est-à-dire qu'on voit aussi que les organisations kurdes sont contestées par des bases populaires, par des gens, des civils, des Arabes, mais aussi des Kurdes syriens. Ça m'est arrivé d'en interviewer un d'ailleurs. Et qu'aujourd'hui, visiblement, cette contestation fait que les FDS, c'est en gros le chapeau de ces organisations kurdes en Syrie, sont plutôt sur la défensive d'un côté, et de l'autre côté, elles appellent à l'aide internationale, et il y a pas mal de gens au niveau international qui sont, en empathie avec ces organisations. Mais on voit aussi que la Turquie, et d'ailleurs il y a Israël qui s'en donne à cœur joie, si j'ose dire, la Turquie peut très bien en prendre à ses aises aujourd'hui pour intervenir également dans la Syrie à une période où finalement le territoire n'est pas très contrôlé, quoi. Donc c'est un sacré micmac.
Alors, vous avez dit, et je vous rejoins complètement, toute la légitimité du combat nationaliste des Kurdes, qui sont, l'expression est vulgaire, mais les cocus de la décolonisation. Ce sont les seuls à avoir une nation, à avoir eu leur nation éclatée entre Iran, Syrie, Irak, Turquie, etc. Bon, oui. Légitimité des aspirations nationalistes, oui. Moi, je vais vous dire une série de facteurs négatifs qui ne doivent pas obérer les facteurs positifs, d'accord ? Les coulisses du soutien, de l'empathie occidentale pour les Kurdes sentent parfois pas très bon. Moi, je suis allé au Kurdistan et j'ai dit, tiens, mais c'est bizarre, mais Kouchner, tout ça. Mais pourquoi ils aiment tant les Kurdes ? Et à la découverte des Kurdes, parce que j'étais naïf, moi, j'ai dit, oh, mais c'est marrant, c'est les gens qui détestent les Arabes. Et puis après, j'ai fait la corrélation. J'ai dit, ah ben oui, des gens qui, au cœur du monde musulman, détestent les Arabes, c'est quoi ? C'est des berbères, c'est des minorités chrétiennes, c'est le jeu des minorités que nous avons tout le temps instrumentalisé contre la majorité. Donc les Kurdes, c'est aussi notre mode d'expression de notre antipathie pour les Arabes. Les Kurdes, ils ont eu dans le printemps arabe une réaction très simple. Ils ont dit, printemps, on aime, arabe, on n'aime pas. Donc ils ne sont pas sentis associés sur une base universelle à la rébellion contre l'autoritarisme de Bachar al-Assad. Ils ont essayé de négocier. Et ils ont eu immédiatement des réponses, 6 000, des passeports, des facilités. Le régime a essayé d'acheter le consensus kurde pour briser le front, pour briser sur une base ethnique le front de ses opposants. Oui, hein, entre alaouites, arabes, bien kurdes, sûr, bien etc. sûr, bien sûr. Donc ça, il faut également le savoir. Hein. Et puis, il faut dire autre chose. Attention au mot kurde. Quand on l'emploie tout le temps dans le sens de l'action des Kurdes du PKK. Oui. Mais le PKK n'est pas hégémonique dans la population kurde. Je me souviens qu'une des plus grandes découvertes contre-intuitives, quand je me suis rendu en Turquie il y a 2-3 ans, à l'est de la Turquie, on m'a expliqué, mais monsieur, les plus grandes villes kurdes votent Erdogan. Il faut arrêter de dire des bêtises. Et je sais que je me suis disputé avec quelqu'un que je vais citer ou pas citer. Oui, j'ai eu un petit échange désagréable avec Pascal Boniface, parce qu'il ne faisait pas du tout cette distinction. Les Kurdes, les Kurdes, les Kurdes. J'ai dit, mais attention, les Kurdes, majoritairement, ils votent pour Erdogan. Donc il faut dire le PKK. Et le PKK, on a le droit d'avoir des aspirations nationalistes, mais le PKK, c'est quand même les bombes, les assassinats, c'est pas des gentils. Et on peut imaginer, nous qui avons vécu le FLNC ou le TA, que quand on est monsieur Turquie, on peut avoir des réticences à négocier avec le PKK. Donc il faut mettre tout ça... Et après, il peut y avoir quand même une implantation populaire réelle dans leur zone. Oui, bien sûr. Il ne faut pas tordre de bâton dans l'autre sens. Mais les FDS, je recherche désespérément dans mes archives Facebook la déclaration qu'avait fait un habitant d'une ville de Rojava. Il dit on les appelle des forces démocratiques syriennes. Elles arrivent de force, elles s'imposent, elles nous chassent, elles n'ont rien de syrien. Il n'y en a pas un qui est syrien. Donc on appelle FDS des gens qui ne sont pas syriens, des forces turques venues du PKK. Donc, kurdes turcs. Ouais. Oui, kurdes, mais venus de d'accord. Et actuellement, ce qui se passe montre très très bien que le vent révolutionnaire ne souffle pas dans le dos des FDS, il souffle de face. Hein, c'est-à-dire que l'expression de l'autonomisme rigide kurde dans le nord de la Syrie a le vent dans la figure. Hein, alors, j'ai entendu des trucs contradictoires, des fois comme quoi il y avait eu ou non soumission et tout, mais s'il y a des tensions militaires, il va y avoir 2 sortes de tensions. En Syrie, il va y avoir les exécutions de bourreaux, de choses comme ça, mais il va y avoir des résistances politiques régionalisées. Alors ça pourrait être le petit îlot alaouite, qui n'est pas encore complètement dans la main des rebelles, et ça pourrait être des petites zones dites kurdes. Voilà. Ouais. Mais voilà, il faut faire très très attention à notre propension à faire exprimer aux Kurdes légitimement notre haine des Arabes qu'on n'ose pas dire publiquement. Et l'autre donnée, l'autre inconnu, c'est que la Turquie peut en profiter pour régler des comptes aussi. Oui. Non, la Turquie ne veut pas
laisser émerger une terre kurde autonome à sa frontière. Alors ça, oui, c'est pas elle peut, c'est elle va, c'est qu'elle est en train de le faire. Militairement, la Turquie ne laissera pas un territoire kurde autonome s'instaurer dans le nord de la Syrie. Ça, je pense qu'on peut en être à peu près sûr dès maintenant. Et en plus, François Burga, il y en a un qui, de toute façon, enfin, il y a un État qui, de toute façon, a déjà pris les devants, c'est Israël, puisque là, sans être menacé le moins du monde par les Syriens, y compris les nouveaux venus au pouvoir, il y a eu des incursions hyper brutales. C'est pas des incursions, c'est la plus grande opération aérienne de toute l'histoire d'Israël. De toute l'histoire d'Israël. D'accord ? C'est pas peu dire. Et alors, le paradoxe, si vous voulez, c'est que, vous le savez, il y a toute une série de voix qui pensent que Jaoulani, c'est la fabrique du CIA et du Mossad. Hein, ce sont des gens qui ont été mis en selle pour casser l'Iran, pour casser la présence de l'Iran. Bon, c'est vrai que c'est un séisme que Jaoulani chasse les Iraniens, d'accord ? Mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, je dis, mais si c'est vraiment leurs copains, si c'est vraiment leurs collègues, j'entendais un grand analyste qui nous expliquait Jaoulani a vraisemblablement été soigné par des infirmières israéliennes quand il était dans le Golan, et quelqu'un qui connaissait le terrain lui dit, vous dites des conneries, il a toujours été en Irak, et de l'autre côté, il n'a jamais été dans sa patrie de base. Et donc, il y avait un paradoxe à remarquer que les Israéliens avaient anéanti sous les bombes leurs amis, hein, leurs mercenaires et leurs bon. Oui, alors très contradictoire. D'autres ont répondu oui, mais on aime bien avoir un ami totalement désarmé. Mais c'est monstrueux ce qu'a fait Israël. C'est de leur propre aveu la plus grande opération militaire de toute leur histoire en termes de bombardement. C'est-à-dire en fait détruire. Ils ont détruit toute l'infrastructure. En fait détruire. Ils ont détruit toute l'infrastructure aérienne. Ouais. Quasiment toute la force aérienne, toutes les défenses antiaériennes, tous les stocks d'armes, etc., qu'ils avaient parfaitement identifiés, pas quand ils étaient en possession de Bachar. Léger paradoxe. Ouais. Oui. Et en plus s'installer sur les principales hauteurs du pays. Donc... Oui, mais le Golan, j'étais déjà en haut. Hein. C'est pas un changement stratégique très fort. C'est une provocation supplémentaire. Il y a beaucoup de dynamiques d'Israël qui sont liées au rapport de force interne. Il y a des extrémistes et puis il y a des super extrémistes. Donc de temps en temps, les extrémistes donnent des satisfactions aux super extrémistes. Aller provoquer en envahissant des terres sur le Golan. Ils sont déjà sur le Golan. C'est une montagne qui domine le lac de Tibériade. Ouais. Le prétexte, c'était de faire un buffer zone. Maintenant, ils ont fait la buffer zone depuis l'annexion du Golan, mais ils font une buffer zone à l'autre buffer zone. C'est-à-dire que c'est de l'expansionnisme pur et simple, quoi. Ouais. Oui, et là, de toute façon, les nouveaux venus n'ont pas les moyens de résister pour l'instant. Les nouveaux venus on satisfait un peu les complotistes qui disent, ils sont allés, il a dit, c'est pas demain qu'on va se précipiter sur le Golan, on doit reconstruire le pays d'abord, le pays ne veut pas une autre guerre maintenant, alors bon, après vous tirez mais il est évident qu'avant même qu'il soit arrivé au pouvoir, certains gens de gauche ou d'extrême gauche disaient pourquoi vous êtes arrêté à Damas, pourquoi vous n'êtes pas allé directement sur le Golan, quoi. Bon, mais soyons sérieux. Et ça, bon, ça renvoie à ce problème que je vais résumer par une phrase un petit peu provocante. Quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon a eu à l'égard des tombeurs de Bachar des propos qu'auraient pu tenir Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Et c'est ça le problème. Il a dit qu'il était à 100% pour la chute de Bachar, mais aussi à 100% contre ceux qui l'avaient fait tomber. Et c'est totalement inadmissible. C'est un piège intellectuel, c'est une caricature de... Enfin, c'est l'explicitation d'une extraordinaire mésentente, mécompréhension de la nature de ces forces politiques dites islamistes. Le logiciel qu'emploie Mélenchon pour les appréhender est très primaire. C'est je suis à gauche, la laïcité, ils parlent religieux, donc je les aime pas, et c'est un petit peu simple. Alors là, ça vous renvoie à des choses sur lesquelles j'ai écrit des kilomètres, mais que il n'y a pas incompatibilité entre des idées qui seraient de gauche et le fait que
que les gens emploient le lexique de leur appartenance nationale qui se trouve être le lexique islamique. Mais il faudrait une seconde émission pour parler de ça. Mais simplement, il faut dire quand même que la prestation que fait la gauche actuellement, enfin la gauche mélenchoniste sur la Syrie est absolument désolante, puisque elle se retrouve une fois de plus à employer le même logiciel analytique pour décrire une situation que la droite et l'extrême droite. Merci François Burgat. Voilà donc une analyse assez claire de François Burgat, co-auteur d'un ouvrage consacré à la Syrie pendant la période révolutionnaire. Pas de printemps pour la Syrie, c'était aux éditions La Découverte, un ouvrage collectif. Et donc un éclairage sur certains points concernant le bouleversement, le changement en Syrie à l'heure actuelle. Voilà, j'aurais juste une réserve au moment où on parlait du vote, où il parlait du vote des Kurdes. Donc à travers la Turquie, il y a des Kurdes qui votent pour Erdogan, mais il est difficile de savoir quelles sont les véritables motivations. Ça peut être aussi une prise en compte du rapport de force. C'est pas forcément une adhésion pour autant à l'idéologie, au discours d'Erdogan, me semble-t-il. Sous réserve qu'il faudrait pouvoir sonder tout ça. L'accompagnement musical est dû au groupe Chemirani pour le superbe album dirigé par Kevin Chemirani. Voilà, l'album qui accompagne musicalement cette émission est dû au Chemirani, donc à travers cet album intitulé Rythme Alchimie, dirigé par Kevin. C'était La Syrie en mouvement, un entretien avec François Burgat.